Donc, Rothbard, c'est qui? C'est un libertarien américain, donc professeur d'université, professeur de philosophie. C'est un gars qui est formé sur plein d'affaires. Il est formé en économie aussi, puis il a un parcours assez intéressant. Mais c'est ça, l'idée, c'est que parmi toutes les figures de la pensée libertarienne, je pense que le plus représentatif de tout ça, c'est sans doute lui. Donc c'est pour ça que j'ai décidé de parler de ce bonhomme-là puis de son livre qui s'appelle Renouer avec la liberté ou le manifeste libertarien, que je trouve un meilleur titre. Donc c'est lui que j'ai utilisé le sous-titre du livre pour faire le titre du podcast. Donc lui, son objectif là-dedans, ça va être de montrer que la seule propriété légitime, dans le fond, pour l'être humain, c'est d'abord la propriété de soi. Donc, ça paraît un peu compliqué comme ça après ma barre, mais je vais expliquer tout au long du podcast qu'est-ce que ça peut vouloir dire, la propriété de soi. Et naturellement, de ce concept de propriété-là va découler la propriété des fruits de son travail, ainsi que le fameux principe de non-agression. Donc, ça paraît compliqué un peu, mais je vais expliquer ça tout au long du podcast. La pensée libertarienne, telle que lui elle développe dans ses livres, tout ça, ça propose quand même des solutions concrètes aux tous les problèmes de société qu'on peut avoir. Donc l'éducation, la guerre, la liberté d'expression, la pollution, la criminalité, etc. Là, c'est vraiment quelque chose qui est assez global comme pensée, la pensée libertarienne. Donc c'est ce que je ferai pas le tour de tout ça parce que c'est impossible. Il faudrait que je fasse 4 podcasts comme dans le cas de la décroissance, donc ça serait très long. Donc c'est juste une genre d'introduction pour que vous voyez un peu qu'est-ce qui en ressort de ça, de quoi ça a l'air, qu'est-ce qu'ils disent finalement ces gens-là. Donc l'édition originale du livre, le manifeste libertarien, qui s'appelait Renouer avec la liberté, ça a été publié en 1973 aux États-Unis. Donc au plus fort de la contestation contre la guerre du Vietnam. Donc c'est à l'époque la guerre entre les États-Unis et le Vietnam. En fait, le Vietnam sert de paravent à une guerre entre les États-Unis et l'URSS. Et Rothbard peut être présenté là-dedans comme une espèce d'anti-Jean-Paul Sartre. Donc, pourquoi je dis anti-Jean-Paul Sartre, c'est que Jean-Paul Sartre, à l'époque, avait écrit, quelques années auparavant, il avait écrit un texte dans une revue qui s'appelait Les Temps modernes, qui s'intitulait « Nous sommes tous des assassins ». Et il faisait référence aux guerres de colonisation de la France. Et pour lui, disait que les individus ont une responsabilité collective. Donc, dans le fond, quand l'État, mettons que le gouvernement français décide d'envahir, l'Algérie ou whatever, tel pays, tous les Français sont comme responsables de ça parce qu'ils appartiennent à la collectivité française. Et Rothbard essaye de montrer dans son livre que ça, c'est une vision collectiviste du monde, qui se rapproche beaucoup de la vision communiste. D'ailleurs, c'est ce que Sartre était d'une certaine manière. Puis c'est très drôle parce que Sartre, il a écrit un livre que probablement beaucoup de gens qui ont été au cégep ont été obligés de lire sur la liberté. Puis c'est beaucoup enseigné dans les cours d'éthique. Ça rentre complètement en contradiction avec ce que lui-même disait parce que c'est Sartre qui a formulé la fameuse phrase qu'on entend souvent: « Vous avez toujours le choix ». Donc, non, vous avez toujours le choix, mais vous êtes responsable de ce que les autres font en votre nom. Donc, c'est comme un peu contradictoire là-dedans. Et puis, Rothbard, lui, il arrive avec son livre pour expliquer que, dans le fond, la responsabilité n'est jamais qu'individuelle. Donc, dans le fond, vous êtes responsable de vos actes, de vos actions concrètes et directes, mais vous êtes jamais responsable de ce que les autres font en votre nom ou de ce que les autres étant ce qu'on définit comme appartenant à la collectivité et vous représentant. Donc lui, c'est une pensée qui est pas très à la mode, le libertarisme et non libertarianisme comme certains disent, parce que ces gens-là, dont Rothbard en tête de liste, vont refuser complètement toutes les affaires de white privilege et toutes ces patentes-là. Donc, dans le fond, moi, c'est pas de ma faute si je suis né avec la peau noire, blanche. By the way, moi, je crois pas vraiment à ça, là, ces histoires de couleur de peau-là. Je veux dire, c'est assez ridicule, là, comme quand on parle des jaunes pour les Asiatiques. Je veux dire, ça me paraît tellement... pour moi, c'est une autre époque complètement. Là, je veux dire, moi, quand je vois des gens qui viennent d'ailleurs, je pense pas vraiment à ça. Mais bref, c'est ce que l'espèce de mentalité intersectionnelle, tout ce qu'on appelle la gauche moderne, pense. Donc, il y a la notion de white privilege, de men privilege. Donc, lui, il va dire, moi, je suis individuellement responsable de ce que moi je fais. Moi,
bon, vous, mettons, mais je sais pas moi, Mathieu Thibodeau, il a fait telle action, il a fait telle affaire, il est responsable de ses actions personnelles, de sa vie personnelle. Il est pas responsable de ce que les autres hommes ont fait et de ce que les autres blancs ont fait ou de ce que les autres latinos ont fait, de ce que les autres chrétiens ont fait, de ce que les autres bouddhistes ont fait, de ce que les autres vegans ont fait. Nommez tous les groupes auxquels vous pourriez vous penser. Donc, dans le fond, vous êtes responsable de ce que vous faites. Donc, l'idée de responsabilité collective ou de faute collective ou de, dans le fond, vous, en tant que Canadien français, vous seriez responsable d'une espèce de culpabilité qui se transmet par le sang de ce que vos ancêtres ont fait contre les Premières Nations ou contre, je sais pas moi, les gens d'Amérique du Sud, whatever ce que vous pensez qui aurait pu arriver dans l'histoire. Rothbard va dire non, ça c'est une vision, même à la limite c'est une vision tribale. Donc dans le fond, nous en tant qu'appartenant à la tribu canadienne-française, nous sommes responsables par responsabilité collective de telle affaire. Lui il va dire non, ça c'est une espèce de vision sartrienne complètement dépassée. En réalité, vous êtes responsable de ce que vous faites comme individu, parce que la seule chose qui existe, c'est l'individu. La société est à l'ensemble des individus, mais s'il y a quelque chose qui a été fait, c'est le gouvernement qui en est responsable, c'est pas vous. Vous êtes pas responsable. Moi, je suis pas responsable de ce que le gouvernement du Québec a fait en 1930. Là. Je veux dire, j'étais pas né, j'existais pas, c'est pas mon problème. À un moment donné, c'est un peu une question de logique aussi là-dedans, mais la logique, c'est pas toujours respecté, comme vous le savez. Donc, ça va être aussi une pensée qui va être non interventionniste, donc en matière de politique étrangère. Donc, c'était une pensée à l'époque qui a fait assez réagir quand elle est arrivée parce qu'en même temps qu'elle était économiquement de droite, c'est-à-dire pour le libre marché, pour la libre entreprise, tout ça, c'était aussi une pensée qu'on aurait pu qualifier de gauche sur le plan international, c'est-à-dire qu'elle était non interventionniste en matière de guerre. Par exemple, les autres, ils étaient contre la guerre du Vietnam, ils étaient contre toutes sortes d'affaires parce qu'ils disaient c'est de l'intervention du gouvernement, c'est une violation du principe de propriété. Donc, vous n'avez pas à faire ça, puis se sont toujours opposés à ça. C'est la position de républicains comme Ron Paul et Rand Paul, son fils, je pense, aux États-Unis. Donc, c'était de s'opposer à cette vision-là que certains ont appelé l'isolationnisme. Donc, la position anti-interventionniste, on disait que c'est l'isolationnisme. Donc, si je reviens un peu à Murray Rothbard comme tel, c'est qui ce gars-là? Donc, Murray Rothbard, il est né le 2 mars 1926 et il est mort le 7 janvier 1995. C'est un économiste, un philosophe, un politologue américain. Il a fait partie, où on le rattache à la théorie de l'école autrichienne d'économie. Donc tout ce qui a rapport avec les von Mises de ce monde, puis ce qu'on appelle les libertariens ou les anarcho-capitalistes. Donc c'est des mots un peu compliqués, là. C'est juste des catégories qu'on fait comme ça, mais ça veut pas dire nécessairement grand-chose. En tant qu'économiste, il a publié un livre qui a eu assez de succès, qui s'appelle L'homme, l'économie et l'État. Et aussi écrit un livre qui s'appelait Power and Market. Donc, il s'est servi, lui, de ce qu'il a appris chez un penseur comme von Mises, donc Ludwig von Mises, qui est un représentant, comme je l'ai dit, de l'école autrichienne d'économie, qui est libéral sur le plan du libre-échange, puis de l'intervention de l'État. Puis il a essayé avec ça d'expliquer comment le fonctionnement d'un marché qui aurait aucune intervention étatique, comment ça fonctionnerait. Et il a essayé d'élaborer une genre de réponse à ceux qui font la promotion de l'intervention étatique par rapport à sa position à lui. Son influence va être incroyable pour le mouvement libertarien. Donc c'est une des figures les plus marquantes de tout ce mouvement-là. Si on parle un petit peu juste de sa vie, sa bio comme telle dans des petits points rapides. Donc, s'il est issu d'une famille juive du Bronx, son père, David Rothbard, c'est un chimiste. Il était originaire de Pologne, donc ils ont immigré, comme vous le voyez, dans le début des années 20, sentant un peu la merde qui s'en venait. Sa mère, Ray, était origine de Russie. Donc, c'est quelqu'un qui a des origines diverses déjà à la base. Il a étudié à l'université Columbia, où il a été d'abord diplômé en mathématiques. Donc, en 45, il obtient un diplôme de mathématiques. En 46, en économie. Et il va faire un doctorat en philosophie en 1956. Sa thèse va être intitulée The Panic of
dans le fond, la panique, il étudie la panique de 1819 en termes de crise économique et il a essayé de tirer des conséquences un peu sur tout ce qui est arrivé là-dedans. C'est ce que j'en ai lu par rapport. J'ai pas lu sa thèse, là, évidemment, là. Vous me pardonnerez cet écart de rigueur-là, mais à un moment donné, j'ai pas tout lire non plus ce qui existe sur la Terre. Donc, comme je l'ai dit, très influencé par von Mises. Donc, en 1950, il va assister à ses séminaires d'économie à l'Université de New York. Et c'est là que ça va être... il va être grandement influencé par lui, notamment par la lecture d'un de ses livres qui s'appelle L'Action humaine. Qui est un livre très important que vous pouvez lire aussi. Ça se lit quand même assez bien, celui-là, par contre, contrairement à la thèse dont je parlais. Les thèses, les mémoires, lisez jamais ça, là. C'est souvent illisible, très technique, avec beaucoup de notes, beaucoup de patentes. Puis c'est souvent pas très user-friendly, là, si je peux dire. Une des bonnes façons de comprendre ce que Rothbard essaye de faire, c'est de l'opposer à ce qu'on appelle traditionnellement le contrat social. Vous avez sûrement déjà tous entendu cette expression-là, ou ceux qui ne l'ont pas entendu, je vous le résume un peu. Dans l'histoire des idées, de la philosophie, de la sociologie, tout ça, on dit souvent que l'être humain renonce à une partie de sa liberté pour vivre en société, sinon on appelle ça l'état sauvage. Donc avant, l'être humain, d'une certaine manière, c'est une hypothèse philosophique, mais il vivait dans l'état sauvage. Puis à un moment donné, il se regroupe, vit ensemble et renonce à une partie de sa liberté pour contracter le contrat social. Donc ça, si vous lisez, mettons, Rousseau ou Hobbes, qui sont des philosophes respectivement français et anglais, ils vont vous expliquer d'où ça vient, ça. Ben, Rousseau, lui, va dire, dans l'état de nature, l'homme, il est bon, l'homme est libre, il fait ses affaires. Puis dans l'état de contrat social, ben là, il renonce à certaines libertés, certaines affaires pour avoir d'autres avantages. Là, je le résume très grossièrement, là, ceux qui sont des spécialistes de Rousseau, là, écrivez-moi pas pour me dire que c'est pas tout à fait ça, là, je le sais, mais c'est parce que c'est juste pour donner une idée de c'était quoi un peu l'idée derrière ça. Et puis Hobbes, ben lui va dire l'homme est naturellement plus mauvais. Et puis là, il faut faire un contrat social pour que les hommes arrêtent de se manger la laine sur le dos entre eux autres. Ils vont dire là, il disait l'homme est un loup pour l'homme. Donc, c'est à l'état de nature, les gens s'entretuent, puis ils se font justice eux-mêmes, puis ils vivent de manière désorganisée et violente. Puis le contrat social, c'est un contrat dans lequel vous déléguez à l'État ou au gouvernement ou au monarque qui est là votre pouvoir de justice et une partie de votre liberté, dans le fond. Et c'est là que le gouvernement va utiliser la violence, dans le fond, qui va vous être enlevé pour faire respecter la loi. Donc, dans le fond, c'est pour ça que l'État a le droit d'enfermer des gens en prison, etc., etc. Donc, ça, c'est l'idée de contrat social, c'est l'idée que l'individu, de manière historique, ils ont comme renoncé à une partie de leur liberté qu'il y avait dans l'état plus naturel de l'homme, jadis, naguère, il y a très longtemps, pour former des sociétés dans lesquelles il y a un genre de contrat qui dit, ben, moi, j'ai le droit de faire ça, mais voici ce que j'ai pas le droit de faire, ça, c'est le gouvernement qui s'en occupe. Donc, Rothbard, lui, il refuse cette idée-là de contrat social. Il dit que c'est une construction de l'esprit, ça n'a jamais existé. Puis, il essaie de construire une autre vision basée sur un certain nombre de principes. Donc, ces principes-là, l'un des plus fondamentaux, c'est ce qu'il appelle l'axiome de non-agression. Donc, ça paraît un peu compliqué de même, là, mais grosso modo, c'est assez simple. Ça dit que le principe fondamental de ça, c'est que aucun individu ni aucun groupe d'individus ne peut violer l'intégrité ou enfreindre la propriété d'un autre individu. Donc, dans cette idée-là, agression, c'est défini comme l'initiation ou la menace de recourir à la violence contre l'intégrité ou la propriété d'une personne. Bon, l'agression est là-dedans un petit synonyme d'intrusion, par exemple. Donc, il n'y a rien dans la pensée libertarienne qui justifie le fait que l'État ou qu'un autre groupe d'individus ou un individu comme tel puisse enfreindre la propriété de l'autre. Et on va voir après ce que c'est que la propriété de l'autre. C'est pour ça que les libertariens vont défendre ce qu'on appelle les libertés civiles. Donc, les libertés civiles, c'est quoi? C'est la liberté d'expression, de publication, d'association, etc. C'est
Ils vont aussi dire que tout ce qui est ce qu'on appelle traditionnellement les crimes sans victime, donc la pornographie, ceux qui ont des pratiques sexuelles un peu bizarres, la prostitution, la consommation de drogue, etc. Eux autres, ils vont dire ça regarde pas l'État. Si c'est fait entre gens consentants, puis que tout le monde est d'accord pour je veux dire, ils vont dire dans le fond, la propriété, c'est d'abord l'idée que si vous n'entravez pas la liberté d'autrui et l'intégrité d'autrui, vous avez le droit de faire ce que vous voulez. Donc, l'État n'a pas le droit d'interdire, par exemple, à un homme ou une femme de offrir ses services sexuels en échange d'un montant d'argent ou d'un avantage quelconque, si c'est fait de gré à gré, sans exploitation, sans violation, justement, de l'intégrité d'autrui, sans agression. Donc, s'il n'y a pas d'agression, au sens d'intrusion ou de violation de la liberté ou de l'intégrité, vous avez le droit de faire, grosso modo, ce que vous voulez, tant et aussi longtemps qu'il n'y a pas de victime, et la victime étant celle qui, contre son gré, s'est vue violer son intégrité, sa propriété, sa personne, etc. C'est pour ça aussi que c'est une pensée qui, pendant la guerre, va être contre la conscription. Ils vont dire la conscription, c'est une forme d'esclavage qui était comme légitimée par l'État. Donc, dans le fond, on vous prend contre votre gré, puis on vous enrôle dans l'armée pour vous envoyer vous faire buter dans un contexte qui vous concerne pas. Comme je l'ai dit là-dedans, il y a pas, pour eux, s'il y a pas de culpabilité collective, de responsabilité collective, il y a pas non plus de devoir collectif. Donc, dans le fond, les gens n'ont pas le devoir d'aller se battre pour le gouvernement ailleurs, à moins d'être agressés directement. Donc, c'est un peu comme ça que la pensée libertarienne s'articule. Rothbard dit lui-même, il dit « Les opinions que je viens d'émettre sont parfois jugées à gauche sur l'échiquier politique contemporain. » Bon, par exemple, le droit de la légalisation, par exemple, de la prostitution, de la consommation de drogue, la pornographie, toutes ces patentes-là, c'est plutôt des affaires qu'à son époque, les mouvements dits de droite, souvent plus religieux, plus conservateurs, étaient tous contre ces affaires-là. Et c'était plus les mouvements de gauche qui étaient pour. Donc, on dit, a priori, comme ça, on dirait, la pensée libertarienne, c'est une pensée qui est plus à gauche. Il va dire, mais, par contre, sur le plan économique, comme le libertarien, de manière conséquente, s'oppose à la violation de la propriété privée, ça veut dire concrètement que il rejette aussi l'insistance et l'ingérence du gouvernement contre le droit de propriété, contre le libre marché, et que peu importe si cette intrusion-là ou cette violation-là constitue une norme, une loi, une réglementation, une subvention ou une interdiction, il considère ça comme illégitime. Donc, il va dire, ça repose sur le principe, dans le fond, si je le résume, il va dire chaque individu a le droit de jouir de sa propriété libre de toute violente prédation. Donc, c'est-à-dire que, concrètement, il y a le droit, mettons que vous avez une propriété, vous avez le droit de vous en défaire par un legs, un héritage ou l'échanger contre autre chose sans que personne ait de droit de regard là-dessus. Les affaires le gouvernement devrait imposer l'héritage puis devrait faire en sorte que, si je lègue de l'argent à mes enfants, je devrais prendre l'impôt là-dessus. Et il dit ça, c'est une forme de vol qui a été, dans le fond, légitimée par la loi de manière de quelque part dans l'histoire d'une société, mais ça en fait pas une pratique qui est légale ou acceptable pour autant. Et il va dire, là, c'est là qu'il met en contradiction, c'est intéressant cette pensée-là, il met en contradiction en même temps une pensée de gauche et une pensée de droite. Il va dire, là je le cite dans le livre, c'est au chapitre 2, il va dire comment est-ce qu'un gauchiste peut être opposé à la violence de la guerre, donc dans le fond être contre la guerre, contre la conscription, mais d'un autre côté être pour la violence de l'impôt et de l'autorité gouvernementale. Donc dans le fond, il va dire, ces gens-là, ils sont pour le fait qu'on vole l'argent des citoyens pour investir dans toutes sortes de patentes. J'ai décidé je bâtissais un théâtre, j'ai décidé je faisais ci, je faisais ça. Je prends de l'argent directement sur vos payes pour faire un peu n'importe quoi avec. Vous le reverrez jamais, puis quand vous voudrez avoir des services, vous aurez pas de services non plus. Et tout ça est complètement acceptable aux yeux de ces gens-là, qui sont par ailleurs contre la guerre ou contre la conscription ou contre toutes sortes de choses. Donc il dit, vous êtes contre une vision de l'État qui est interventionniste et violente quand ça fait votre affaire, puis quand ça fait pas votre affaire, là, comme par hasard, votre position a changé. Et il va dire la même chose pour les gens de droite. Il va dire, comment est-ce que vous pouvez clamer le droit de la propriété privée, la libre entreprise? Il dit tout en approuvant souvent la guerre, la conscription, ainsi que l'interdiction d'activités et de pratiques non intrusives que vous jugez immorales.
Donc, par exemple, il va dire, comment est-ce que vous pouvez dire, ben, le gouvernement devrait pas intervenir dans l'économie, mais par exemple, devrait vraiment intervenir pour expliquer aux gens pour interdire aux gens, par exemple, la prostitution. Il va dire, bon, OK, il faut que cette pratique-là, dans le fond, par la loi, qui est là pour faire respecter le principe d'intégrité et de propriété de soi. Donc, ça veut dire que cette pratique-là est illégale si elle viole l'intégrité et la liberté d'autrui, mais si elle est faite de manière contractuelle et égalitaire au sens de les deux étaient d'accord, contractuel. Donc, dans le fond, qui êtes-vous pour d'un côté dénoncer l'intervention de l'État et de l'autre dire ben l'intervention de l'État est justifiée parce qu'on considère ça comme immoral. Il va dire par rapport à ça que l'État n'est pas au-dessus des individus. Dans le fond, il dit, puis ça c'est une position qui est importante, il dit pour les libertariens, l'État n'a pas de sanction morale qui est supérieure à ceux des individus. Il va dire si par exemple on imaginait que les individus faisaient des actes comme ceux de l'État, il dit tout le monde les considérerait comme immoraux, illégaux ou criminels s'ils avaient été commis, comme je le dis, par n'importe qui d'autre que le gouvernement. Il dit les États doivent avoir le même code moral que tous les individus. Puis là, mettons que je prends un exemple très concret, on se ramène ici dans notre dôme. Il va dire, par exemple, ben là, c'est pas lui, c'est moi qui le paraphrase, mais si c'est immoral de vendre de la drogue pour un individu, ben c'est immoral pour le gouvernement de vendre de la drogue. Est-ce que vous comprenez le principe, là? Donc, dans le fond, le gouvernement n'a pas à juger de la moralité d'une action pour un individu et se soustraire de cette propre moralité-là en disant, ben quand c'est nous autres, c'est correct. Vous, c'est immoral que vous vendez de l'alcool sans passer par nos affaires, mais nous autres, on a le droit de vendre de l'alcool puis de faire n'importe quoi avec ça. Bon, ben ça, lui, il va dire, c'est une manière... Lui, il dit, il faut désacraliser l'État.